Lundi 17 août 2015, bonjour et bienvenue à tous et bonne semaine sur i24 News. C'est l'heure de votre morning. Tout de suite le sommaire de cette édition. Des affrontements ont éclaté hier devant l'hôpital israélien de Barzilai, là où le détenu palestinien Mohamed Allan est tombé dans le coma ce vendredi. Après 2 mois de grève de la faim, la police a dit avoir arrêté plus de 10 juifs et arabes israéliens, ainsi que des Palestiniens de Jérusalem-Est. Israël sur le point de signer un accord majeur sur l'exploitation de son gaz naturel. C'est ce qu'a annoncé hier le Premier ministre israélien, mais beaucoup restent sceptiques. À qui va profiter l'exploitation de ces gisements? Décryptage à suivre. Ça serait un miracle si Hillary pouvait continuer sa campagne. Voici les nouvelles déclarations sanglantes du milliardaire américain et candidat républicain à la présidentielle Donald Trump, qui vient de s'exprimer par ailleurs en faveur de l'accord sur le nucléaire iranien. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous et bienvenue. Je vous le disais, en Israël, des centaines de personnes protestaient toujours hier devant l'hôpital Barzilai à Ashkelon, là même où est hospitalisé Mohamed Allan, ce prisonnier palestinien qui en est à son 63e jour de grève de la faim et se trouve dans un état critique. La police tente de contenir les manifestants, vous le voyez, entre ceux rassemblés pour soutenir le combat d'Allan et ceux de la droite israélienne. Le condamnant, des heurts ont éclaté. Regardez. Le cas du prisonnier palestinien intervient donc alors que le Parlement israélien a adopté une loi autorisant l'alimentation de force pour les détenus en grève de la faim. Le djihad islamique menace Israël d'en subir les conséquences si Mohamed Allan venait à en mourir. Dans le même temps, le Hamas apprend-on progressera vers un cessez-le-feu à long terme avec Israël. Les précisions de Maxime Perez. Tout le week-end, la rue palestinienne s'est mobilisée pour Mohamed Allan. Ce prisonnier gréviste de la faim se trouve toujours dans un état critique à l'hôpital Barzilai d'Ashkelon, où les médecins israéliens tentent par tous les moyens de lui sauver la vie. Les députés de la liste arabe unifiée se sont rendus sur place en signe de solidarité avec ce membre du djihad islamique arrêté il y a plusieurs mois avant d'être placé en détention administrative. À Gaza, son organisation a menacé de rompre le cessez-le-feu avec Israël si Mohamed Allan succombait à sa grève de la faim. Une escalade que ne souhaite pas le Hamas, au moment où des sources turques confirment une percée dans les discussions menées depuis plusieurs mois, dans l'optique d'une trêve de longue durée entre Israël et le Hamas. Dimanche après-midi, le Premier ministre Ismaël Haniyeh s'est entretenu avec la direction du djihad islamique à Gaza. À l'issue de leur rencontre, le Hamas et son rival islamiste ont appelé la communauté internationale à intervenir en faveur des prisonniers administratifs palestiniens. Une manière de désamorcer la bombe. Mathias Inbar, que s'est-il passé exactement hier soir devant l'hôtel Barzilai? Tout simplement un affrontement entre 2 groupes. D'un côté, la Hava, un groupuscule d'ailleurs d'extrême droite qui demandait et à tue-tête la mort des terroristes. Et de l'autre côté, eh bien, des Arabes israéliens et des Palestiniens de Jérusalem-Est en tête des drapeaux palestiniens au cœur d'Israël, demandant tout simplement la libération de Mohamed Allan, ce détenu prisonnier palestinien, cet avocat qui, selon les services de sécurité israéliens, eh bien, appartiendrait au djihad islamique. Voilà ce qui s'est passé. Immédiatement, la police est venue pour le maintien de l'ordre et les manifestants, d'abord palestiniens, s'en sont pris aux policiers, leur jetant des pierres et du gaz de poivre. Ce après quoi, les manifestants de droite ont attaqué également les policiers. Résultat des comptes, des affrontements, des coups de poing de part et d'autre et 10 arrestations en tout et pour tout de chaque partie. Alors Mohamed Allan, on l'a vu, on est à son 63e jour de grève de la faim. On le disait, dans un état critique. Est-ce qu'on connaît son état de santé aujourd'hui? Le moniteur qui mesure le pouls de Mohamed Allan doit mesurer sans doute le pouls de la région, ce qui est en train de se passer actuellement, parce que véritablement son état est critique. Il est toujours entre un état de coma et un état où il peut éventuellement communiquer. Pour l'instant, il n'y a pas de nutrition de force. C'est ce que redoutent d'ailleurs les proches de Mohamed Allan, et également ce dont parlait Maxime Perez à l'instant, les députés de la liste arabe unifiée qui
demande l'interdiction formelle pure et dure de cette nutrition de force. Ce qui est en train de se passer, c'est assistance à personne en danger. C'est la raison pour laquelle le professeur Lévy, le directeur de l'hôpital, a dit « nous lui donnons des intraveineuses, mais pas de nourriture ». Alors, pour conclure, on sait que la Cour suprême israélienne doit prendre une décision cet après-midi sur le sort de ce prisonnier. Est-ce qu'il a des chances d'être libéré ? Deux versions. Tout d'abord, les politiques qui se diraient peut-être que si la Cour suprême a décidé de libérer de manière, ou alors peut-être un emprisonnement à domicile, cela pourrait faire les affaires du gouvernement israélien, parce que c'est une épine dorsale vraiment de la polémique actuellement. On l'a vu, les menaces du djihad islamique, mais également du côté de l'armée israélienne et surtout des services de sécurité. C'est un moyen efficace, cette détention administrative pour eux, parce que cela leur permet de ne pas dévoiler les sources de l'enquête, les agents sur le terrain. Et donc on est entre deux mondes, le politique et le sécuritaire. Merci Mathias Inbar. En Syrie, de nouveaux raids aériens du régime ont fait au moins 82 victimes, en majorité des civils près de Damas, des frappes qui coïncident avec la visite dans le pays du patron des affaires humanitaires de l'ONU, Stephen O'Brien, qui effectue sa première visite dans le pays. Myriam Maman. De la fumée, des cris, des ambulances et un bilan très lourd, plusieurs dizaines de morts. L'aviation syrienne a bombardé dimanche un marché de la ville de Douma. Selon l'Organisation syrienne des droits de l'homme, les victimes sont pour la plupart des civils. Douma, située à 13 km de la capitale et tenue par les rebelles, est régulièrement visée par des raids de l'armée de Bachar el-Assad. Violence également à Zabadani, autre ville tenue par les insurgés, ainsi qu'à Foua et Kafraya, les deux derniers bourgs aux mains du régime syrien dans la province d'Idleb. Un cessez-le-feu était en vigueur dans ces trois localités de mercredi à samedi. Mais les négociations pour la poursuite de la trêve sous la houlette du Hezbollah libanais et de l'Iran ont échoué. Dès l'expiration du cessez-le-feu, les bombardements dans ces trois localités ont repris. Après l'échec des négociations, l'armée Al-Fateh compte achever ce qu'elle a commencé, la libération des deux villages d'Al-Foua et Kefraya. Ces violences coïncident avec la première visite du nouveau patron des opérations humanitaires de l'ONU dans le pays. Stephen O'Brien s'est entretenu dimanche avec le chef de la diplomatie à Damas. Au menu, les besoins humanitaires de la Syrie. L'ONU, par la voix d'O'Brien, s'est dite prête à coopérer avec le gouvernement de Bachar el-Assad afin d'améliorer l'accès des secours vers les millions de déplacés et les civils victimes du conflit qui fait rage depuis 2011. Allez, on prend la direction du Brésil. Ils étaient des milliers à manifester hier dans tout le pays contre Dilma Rousseff, exaspérés par les affaires de corruption et la politique d'austérité menée par le gouvernement. Ils demandent la destitution de la présidente qui ne bénéficie plus que de 8% d'opinion favorable. Myriam Maman. Des milliers de Brésiliens dans les rues, dans 200 villes à travers le pays, avec une seule revendication, le départ de leur présidente, à peine un an après sa réélection. Je veux que les Brésiliens fassent un meilleur choix aux prochaines élections. Il n'est plus possible de continuer avec ce gouvernement. Dilma Rousseff est confrontée à une triple tempête. La récession économique qui l'a conduite à adopter des mesures d'austérité impopulaires. Il y a eu également les révélations dévastatrices du scandale de corruption autour du géant public pétrolier Petrobras. Un scandale qui éclabousse son parti des travailleurs et d'autres partis alliés. Enfin, le pays traverse une crise politique majeure qui menace de faire voler en éclats sa fragile majorité parlementaire. Les Brésiliens en ont assez. Tous ces commerces qui ferment, les personnes sans emploi, tout ce manque de respect pour les Brésiliens qui travaillent. Il faut virer Dilma. Cette mafia, on n'en peut plus. Ces manifestations se tiennent à l'appel de différents mouvements de droite qui ont en commun le rejet du Parti des travailleurs de Dilma Rousseff. Ces groupes ont déjà fait descendre 3 millions de personnes dans la rue lors de précédents rassemblements cette année. Une différence, ce dimanche, les manifestations sont soutenues par le Parti de la social-démocratie brésilienne, un mouvement d'opposition, mais qui s'était dissocié jusqu'ici des mouvements anti-gouvernement.
Nouvelle prise de position du milliardaire outrancier et candidat républicain Donald Trump. Il s'est exprimé hier sur l'accord avec l'Iran autour de son programme nucléaire en affirmant qu'il ne renierait pas cet accord s'il était président. Vous savez qu'en septembre, le Congrès à majorité républicaine devrait se prononcer contre l'accord signé par les 5+1 avec Téhéran. Et toujours ce milliardaire américain candidat a déclaré que cela serait un miracle si Hillary Clinton, la candidate démocrate donnée favori, est toujours candidate à la présidentielle après la controverse autour de l'usage d'une boîte email privée lorsqu'elle était secrétaire d'État. Les attaques continuent, vous le voyez, de fuser envers la candidate démocratique qui choisit, elle, de s'adresser à Jeb Bush comme principal adversaire. Solal Azeroual. L'endroit n'a rien d'anodin. La foire régionale de l'Iowa est un rendez-vous incontournable pour les candidats à la Maison-Blanche. Le week-end dernier, cet État au centre des États-Unis est devenu le théâtre de l'affrontement entre les deux candidats en tête des deux partis majoritaires, ou presque. La démocrate Hillary Clinton n'a pas croisé le fer avec le républicain Donald Trump. Par sa modestie affichée, la deuxième femme la plus puissante du monde a poliment évité l'excentrique milliardaire. Elle a pris quelques photos, serré des mains, tenu une conférence. Et plutôt qu'une confrontation directe avec le magnat de l'immobilier, l'ancienne première dame américaine a préféré répondre à Jeb Bush. Je trouve curieux que Jeb Bush défende les actions de son frère en Irak. Si c'est le cas, il doit raconter toute l'histoire, notamment les accords signés par George W. Bush et le gouvernement irakien de Maliki, qui prévoyait le retrait des troupes américaines d'Irak en 2011. Cet accord a été signé par George W. Bush. Je me demande si Jeb Bush ne sait pas cela, ou s'il ne veut tout simplement pas rappeler ça aux électeurs. La polémique ne désenfle pas. Jeb Bush avait fait porter à Hillary Clinton la responsabilité de l'émergence de l'État islamique. L'État islamique a augmenté tandis que les États-Unis se sont désengagés du Moyen-Orient et ont ignoré la menace. Et où a été la secrétaire d'État Hillary Clinton dans tout cela? Clinton, Obama, des ennemis communs pour Jeb Bush et Donald Trump. Les invectives fusent et seul le milliardaire excentrique s'en prend à tous les autres. La majorité des gens qui donnent de l'argent à Jeb Bush, à Hillary Clinton et à tous les autres candidats sont mes amis ou mes ennemis, mais ce sont des gens que je connais. Ces gens-là ne financent pas leur campagne parce qu'ils les apprécient, croyez-moi. Il s'agit de la pire espèce d'individu. Quand ils financent une campagne, ne serait-ce qu'$1 million, ils contrôlent le candidat comme une marionnette. Il fera tout ce qu'ils veulent. Vraiment comme une marionnette. Hier, un ami lobbyiste m'a appelé. Il m'a dit « Donald, je veux investir 5 millions dans ta campagne. » Je lui ai répondu « Je n'en ai pas besoin, non merci, je n'en veux pas. » Arrivé dans son avion, Donald Trump dispose déjà de cet argent. Sa fortune personnelle est estimée à près de 5 milliards de dollars. Pendant sa visite de la foire de l'Iowa, il déclare être prêt à investir $1 milliard de sa propre poche. Le showman partage son American Dream et quitte le rendez-vous traditionnel des candidats à la Maison-Blanche en emmenant des enfants faire un tour dans son hélicoptère. On va tout de suite rejoindre David Benaï, notre correspondant aux États-Unis. David, bonjour. Alors après des mois de résistance, Hillary Clinton a finalement accepté de laisser l'accès au FBI, l'accès à un serveur privé qui héberge ses emails. Est-ce que la polémique sur l'usage d'une boîte privée alors qu'elle était secrétaire d'État peut avoir une incidence tout d'abord sur sa campagne, mais aussi sur ses chances d'être élue? La campagne d'Hillary Clinton est en perte de vitesse totale depuis l'annonce de sa candidature. Les sondages n'ont fait que se réajuster en sa défaveur et au profit de son opposant principal, Bernie Sanders. Son silence à l'égard des médias pendant les 2 premiers mois de sa campagne n'a pas aidé à lui redonner une image disponible et transparente. Et l'affaire des emails pourrait lui coûter non seulement la présidence, mais potentiellement la nomination démocrate, à tel point que les noms de Joe Biden, l'actuel vice-président des États-Unis, et même celui d'Al Gore circulent pour qu'ils se lancent à leur tour dans la course à l'investiture. Il faut rappeler qu'il y a 8 ans exactement, au même moment, dans la primaire démocrate, elle était en tête de tous les sondages avec une très large longueur d'avance et personne ne pouvait supposer qu'un certain Barack Obama
allait accéder à la présidence. Alors côté républicain, la provocation, c'est bien la marque de fabrique du candidat Donald Trump qui ne bouge pas dans les sondages malgré des scandales à répétition. Hier, il promet sur la chaîne NBC d'expulser tous les immigrés clandestins s'il est élu président des États-Unis. Est-ce qu'il n'est pas en train de franchir une certaine ligne rouge ? C'est ce que disent à chaque fois les commentateurs, mais depuis l'annonce de sa candidature, chacune de ses sorties a été perçue comme la ligne qu'il ne fallait pas franchir et qui le rendrait inéligible. Sa déclaration sur l'expulsion des immigrés clandestins hier ne fait que renforcer sa position très à droite sur l'immigration. Il a d'ailleurs présenté hier un plan très détaillé sur sa politique aux frontières. Selon lui, sa marque de fabrique est la fin du politiquement correct. Il est prêt à tout dire, tout ce qu'il pense, sans retenue et sans jamais avoir à s'excuser de ses propos. Trump continue donc de gagner du terrain et beaucoup de commentateurs politiques ici l'appellent l'homme téflon, celui sur lequel aucune polémique ne s'accroche, tout lui glisse dessus. Allez, brièvement, David, beaucoup de conservateurs disent que s'il emporte la primaire républicaine, si Donald Trump emporte la primaire républicaine, la Maison-Blanche est perdue. Y a-t-il du vrai là-dedans ? Les républicains s'inquiètent à juste titre. Dans toutes les simulations entre n'importe quel candidat démocrate et Donald Trump, le milliardaire perdrait l'élection. Et s'il se présentait comme candidat indépendant en cas d'échec lors des primaires, comme il l'a suggéré, aucun républicain ne l'emporterait non plus. Mais la course à la présidence des États-Unis, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et nous sommes au tout début du parcours. La prochaine étape, c'est le 16 septembre avec le deuxième débat républicain. Et un mois plus tard, le premier débat côté démocrate. Merci beaucoup, David Benaïm. Un avion indonésien effectuant des recherches pour retrouver la TR-42 qui s'est abîmée dimanche dans une zone montagneuse isolée de la province orientale de Papouasie avec 54 personnes à son bord a repéré des débris d'avion. Les détails tout de suite avec Léa Berducot. Le contact avait été perdu ce dimanche au-dessus de la province indonésienne de Papouasie. Des habitants affirment avoir trouvé l'épave de l'avion disparu. Les autorités ont vite réagi. Les informations fournies par les habitants de la localité rapportent que l'avion se serait écrasé sur le mont Tanggok. En ce qui concerne les détails, l'enquête est toujours en cours. L'avion transportait 54 personnes. L'appareil avait pour destination Oxybil, une localité montagneuse reculée, uniquement accessible par voie aérienne. Selon les services de secours, l'avion volait depuis une trentaine de minutes lorsqu'il a disparu. La compagnie aérienne Trigana Air soupçonne un problème météorologique et écarte un problème de surcharge. Les recherches continueront demain dans la matinée. Les représentants officiels de l'agence de recherche et de sauvetage iront sur place avec le directeur général de la compagnie d'aviation plus tard dans la soirée afin de faciliter les efforts d'évacuation et de clarifier la situation pour les familles des passagers. Les avions de cette petite compagnie desservent une quarantaine de destinations intérieures. Ce n'est pas la première catastrophe aérienne qui se produit en Indonésie. Dernière en date, début juillet, un avion de l'armée de l'air s'était écrasé en pleine ville à Medan, au nord de l'archipel. Bilan, 142 morts. Voilà, on vient de l'apprendre, l'avion transportait une somme de 420 000 € en liquide avant de s'abîmer. Allez, chasse au trésor, pique-nique géant et flash mob, c'est le programme de la journée des oubliés des vacances qui se tiendra ce mercredi à Paris. 70 000 enfants et leurs familles se donnent rendez-vous pour cet événement qui est le point d'orgue des célébrations des 70 ans du Secours populaire. Regardez. Les vacances, c'est un droit. Pourtant, en 2014, un enfant sur 3 est pris d'un Français sur 2 en son privé, faute de moyens. Ce dimanche, le Secours populaire célèbre ses 70 ans. Séjour en colonie, accueil dans des familles ou financement d'une partie du voyage, l'association s'emploie à réparer ce que son président appelle une injustice flagrante. Népalais, Grecs, Haïtiens, Ukrainiens, Syriens ou Français, tous sont réunis ce mercredi pour participer à une série d'animations dans Paris, encadrée par près de 10 000 bénévoles. Au total, 70 000 enfants et leurs familles, parmi lesquels 1 000 enfants venus de 70 pays, dans le cadre du programme Copains du Monde. Pour célébrer comme il se doit cet anniversaire, le Secours populaire a déployé des moyens exceptionnels. 600 bus et une dizaine de trains spéciaux ont acheminé ces vacanciers d'un jour jusqu'au point de rendez-vous, le Champ de Mars. La JOV, la journée des oubliés des vacances, a officiellement vu le jour en 1979, soit 34 ans après la création du Secours populaire en 1945. L'association s'appuie sur l'aide financière des entreprises ou organismes associés, mais aussi et surtout sur les dons des particuliers. Avec 50 €,
un enfant peut profiter d'une journée d'évasion. Allez, toujours en France, après les repas de substitution au porc, ce sont les repas de substitution à la viande dont il est question, avec la proposition d'un député qui fait beaucoup de bruit, Betsabé. Exactement, alors nous sommes donc en plein débat sur les repas de substitution, vous l'avez dit, et vendredi, Yves Jégo, qui est donc député UDI, accessoirement maire de Montereau-Fautionne, c'est en Seine-et-Marne, a lancé une pétition dans le but d'obtenir, je cite, une alternative végétarienne obligatoire dans les cantines scolaires. Alors un menu végétarien obligatoire qui permettrait donc à ceux qui ne veulent pas de viande ou de poisson, quelle qu'en soit la raison, et il insiste, de se nourrir de façon équilibrée. Ce sont ses propos sur BFM TV. Alors ces raisons peuvent être médicales, religieuses ou éthique. Alors, le leitmotiv de Jégo, ces enfants ne doivent pas être stigmatisés. On l'a compris, à ça, pour être convaincu, l'élu centriste a même annoncé, attention, vouloir déposer en septembre à la rentrée une proposition de loi en ce sens. En attendant, pas mal de popularité de sa pétition sur Internet qui a recueilli en 48 heures 10 000 signatures, 5 000 signatures par jour. Top. Alors, des repas végétariens, est-ce que c'est compatible avec le programme alimentaire de la santé publique? Alors, c'est une question qu'il faut se poser. Alors, Yves Jégo insiste, il existe, dit-il, de très nombreuses possibilités culinaires pour que la dose de protéines nécessaire à chaque repas soit respectueuse de la santé. Alors, optimisme à modérer, cela dit, sur le plan de la tolérance, c'est bien beau, mais sur le plan de la santé, c'est effectivement plus bancal. Il faut s'assurer d'un apport, notamment de fer, suffisant pour les adolescents et les adolescentes et les enfants en pleine croissance. Et on ne va pas se mentir, considération nutritionnelle à part, eh bien, ce nouveau menu végétarien alternatif permettrait surtout de résoudre ce problème des repas de substitution sans porc. Entendez, c'est un menu aussi politique. Malgré tout, les partisans de cette mesure soulignent tous ensemble la laïcité, son caractère laïque. Et avant Jégo, d'autres y avaient pensé. Ainsi, en mars dernier, regardez, dans une tribune dans Le Monde, plusieurs intellectuels expliquaient que c'était une solution pragmatique, ce repas végétarien, qu'il convenait au plus grand nombre, aux musulmans, aux juifs, aux chrétiens, aux athées et aux autres, pouvait-on lire. Enfin, à noter que certaines municipalités n'ont plus besoin d'être convaincues en France. À Paris d'ailleurs, dans la capitale, ce type de menu a déjà été approuvé. Il sera proposé une fois par semaine dès 2020. C'est la même chose pour Perpignan, qui est assez attiré par la mesure. Depuis juin, plus de repas de substitution, mais des menus végétariens, ou encore à Toulouse aussi, qui avait indiqué qu'elle se penchait sur la mesure. Voilà. C'est les mangeurs de quinoa, les adeptes du quinoa et les végétaliens qui vont être ravis de cette nouvelle. Exactement. Vive le business du végétarien. Merci Betsabé Salem. La scène avait été visionnée des millions de fois. Le 19 juillet dernier, Mick Fanning était attaqué par un requin près d'une plage d'Afrique du Sud. 3 semaines plus tard, le champion australien reprend le chemin des vagues, direction le spot haïtien de Te Aupo. Maël Benodiel nous en dit plus. Souvenez-vous, c'était il y a un mois. Cette scène spectaculaire, filmée en direct, a été visionnée depuis plus de 21 millions de fois. Le miraculé, tel qu'on le surnomme désormais, est de retour à l'eau. Un mois après avoir eu la mauvaise surprise de croiser la route d'un squale de 3 mètres, bien décidé à le transformer en repas du jour, Mike Fanning a repris la compétition ce week-end à Tahiti. Très attendu suite à sa mésaventure à Jeffrey Bay, l'Australien n'a montré aucun signe de fébrilité sur le spot renommé de Te Aupo, bien au contraire, malgré des conditions météorologiques peu clémentes. C'était super de retourner à l'eau et de se concentrer seulement sur le surf à nouveau. Il y a eu tellement de buzz et d'attention médiatique après l'attaque que je voulais juste passer à autre chose. C'est arrivé, on en parlera plus tard, ça me fera une histoire à raconter quand je serai vieux. Mais c'était vraiment super de retourner à l'eau et les conditions sont vraiment difficiles ici. Et cette fois, pas de requin à l'horizon, mais des tubes que le triple champion du monde de surf a su prendre comme il faut pour terminer en tête des premières séries de cette compétition, comptant pour les championnats du monde. Je pense que tu te concentres sur toi et tu essaies de faire la bonne chose au bon moment. C'est tout ce que tu peux faire en vérité. Et partout ailleurs, ici et tous les autres spots d'ici à la fin de la saison, ce sont des spots que j'adore, donc je ne suis pas en train de flipper par rapport aux endroits où je vais aller. Dans le sillage de Fanning, Kelly Masters-Slater, vainqueur lui aussi de ses premières séries à Te Aupo. La légende américaine, déjà 4 fois vainqueur du Pro Tahiti et 11 fois champion du monde, a démontré une nouvelle fois à 43 ans qu'il faudra bien compter sur lui, cette année encore.
On parle à présent avec vous, Rudy Saada, bonjour, de cette polémique autour du chanteur Mathis Yaou. Son concert a été annulé, il était programmé initialement dans un concert de reggae espagnol. Un festival de reggae. Alors avant de vous parler de cette polémique, du cœur de cette polémique, laissez-moi déjà vous présenter, si vous ne le connaissiez pas, Mathis Yaou, il a 36 ans, il est né en Pennsylvanie, il est devenu au cours de ces 10 dernières années un vrai poids lourd de la musique reggae, ce qui lui vaut de se produire justement partout dans le monde et d'avoir été nominé au Grammy Award. Alors la particularité de son reggae, c'est qu'il s'inspire dans ses textes de la mystique religieuse juive, étant lui-même issu d'un mouvement juif religieux, le mouvement Chabad. Alors vous l'avez vu avant avec sa barbe, là il a décidé il y a 2 ans ou 3 ans de raser sa barbe, mais la meilleure façon de vous présenter Mathis Yaou, c'est de vous faire écouter sa musique quelques secondes. Keep on moving till the first rays are done. Keeping it on till the day stays strong. Rolling till the nighttime blazes on. All along I keep singing my song. I say this phase is always. Sometimes I get so crazed, but just know that I always stay. Cause you're my light through the haze. It's time for a champion. Soothe the soul of the land. Bend the heart from the sea and sand till the sun comes up again. Ouais. Vous êtes séduite là. Il nous a beaucoup plu, Mathis Yaou. Par les textes, j'imagine. Des textes finalement spirituels, des textes juifs, mais qui plaisent dans tous les pays et quel que soit le public. Son public est extrêmement varié. C'est pourquoi donc il a été très attendu dans ce festival du côté de Beni Kassim en Espagne le 22 août prochain. Alors, on a appris hier l'annulation de son concert. La cause, il aurait refusé de prendre position dans le conflit israélo-palestinien et affirmé clairement dans une vidéo qu'il était pour la création d'un État palestinien, une demande de prise de position pour un artiste qui prend sa source dans les pressions intenses de la campagne BDS, boycott des investissements et sanctions. Alors on le sait, le BDS par tous les moyens essaye de boycotter les artistes israéliens qui se produisent à l'étranger et inversement les artistes internationaux qui se produisent en Israël. Or dans le cas de Mathis Yaou, il y a une terrible contradiction. Il n'est pas israélien, il est simplement juif. Donc boycotter un artiste juif américain, pas israélien, conforte ceux qui, en Israël et ailleurs, avancent que le BDS est un mouvement antisémite avant d'être un mouvement antisioniste et encore moins un mouvement qui œuvre pour la paix. Alors en se baladant sur les articles en Espagne qui sont sortis sur cette affaire, sur les sites internet espagnols, en lisant les commentaires en dessous, on se rend compte effectivement que le BDS là a peut-être commis un excès de zèle et donc une erreur de communication assez grave. Alors dans ce cas, pourquoi les organisateurs ont cédé aux pressions, sachant que l'artiste est très populaire? Je vous le disais, le BDS essaye de faire pression par tous les moyens. Il n'hésite pas pour obtenir le boycott. Et bien dans le cas de ce festival, on a appris que 5 autres groupes auraient eux aussi tout simplement menacé d'annuler si Mathis Yaou ne prenait pas part pour la Palestine. Merci beaucoup Rudy Saada. Restez avec nous dans un instant. On vous parlera d'Israël sur le point de signer un accord majeur sur l'exploitation de son gaz naturel. C'est après un court journal. Sur le plateau du Morning, merci d'être toujours avec nous. Le gouvernement israélien a donné son feu vert à l'accord controversé sur le gaz. Il devrait rapporter, dit le Premier ministre israélien, des centaines de milliards de shekels en exploitation de champs offshore, selon ses partisans également, mais dépouillera la population israélienne selon ses détracteurs. On en parle juste après ce sujet, signé Myriam Aman. L'accord controversé sur le gaz naturel a franchi une première étape, celle du vote du gouvernement israélien. Selon le Premier ministre, il s'agit d'une décision historique qui renflouera les caisses de l'État. Cette décision permettra une entrée conséquente dans les caisses de l'État, des centaines de milliards de shekels. Cet argent profitera au secteur de l'éducation, de la santé, du social et à d'autres besoins nationaux. 22 milliards de mètres cubes de gaz attendent depuis 5 ans d'être exploités. Ce gisement titanesque se trouve au large de Haïfa, dans le nord d'Israël, et porte bien son nom, Léviathan. Son accès est bloqué faute d'un accord définitif entre le gouvernement israélien et les compagnies gazières. Jusqu'ici, les différents accords conclus avec le gouvernement n'avaient pas passé le barrage de la Knesset.
Les deux sociétés, l'américaine Nobel Energy et l'israélienne Delek, étaient accusées de vouloir abuser de leur situation de monopole sur les ressources découvertes depuis 2009, avec un objectif: dicter les prix du gaz en Israël. Dans le nouvel accord, Nobel Energy et Delek s'engagent entre autres à pratiquer des prix acceptables auprès du public israélien et à démanteler le monopole grâce à l'entrée sur le marché de nouvelles compagnies. Reste à franchir l'étape du Parlement. Le vote n'aura lieu qu'en septembre ou octobre et l'épreuve est loin d'être gagnée. Les opposants à cet accord sont nombreux. Myriam Danan, on vient de l'entendre dans ce sujet. Benjamin Netanyahou a promis que cet accord allait amener des centaines de milliards de shekels aux Israéliens. Beaucoup restent sceptiques. Alors à qui va réellement profiter cet accord? Alors sceptique, il faut l'être parce que même si cet accord a été conclu ce dimanche, il faut le rappeler, approuvé par le gouvernement pour ce consortium d'exploitation du gaz entre le groupe américain Nobel Energy et le groupe israélien, le Delek Group, eh bien il a fait l'objet d'une immense polémique. Pourquoi? Parce que Benjamin Netanyahou a décidé qu'il avait lui seul l'autorité pour gérer ce dossier au nom, dit-il, de la sécurité nationale, avec bien sûr des ambitions économiques et stratégiques de grande ampleur grâce à ces gisements gaziers qui peuvent faire potentiellement d'Israël une véritable puissance gazière. Et il faut préciser également que l'autorité de la concurrence en Israël s'est fermement opposée en allant jusqu'à la démission de son délégué auprès du gouvernement à l'accord actuel. Et donc une lourde polémique en Israël, ce qui fait beaucoup douter les consommateurs de leur intérêt, en tout cas à court terme, de cette manne gazière. Et les économistes, là aussi, sont tous présents pour dire que dans un premier temps, pas vraiment de changement pour les consommateurs, même si quelques détails de l'accord laissent augurer que à long terme, eh bien oui, il y aura une certaine baisse des tarifs d'électricité et de gaz. Alors si cet accord obtient l'aval du gouvernement, est-ce que les Israéliens vont réellement sentir un changement dans leur quotidien, comme par exemple une baisse de leur facture d'électricité? Alors s'agissant d'une manne nationale, finalement, d'un revenu qui devrait profiter à tous, eh bien c'est ce que les consommateurs et les syndicats de tout le pays attendent effectivement, et c'est ce qu'ils attendent également de leur gouvernement, surtout quand on sait que les tarifs d'électricité et du gaz sont 4 à 10 fois supérieurs aux autres pays de l'OCDE pour les Israéliens. Alors quelles conditions dans cet accord qui peuvent peut-être faire pencher la balance en faveur des consommateurs? Eh bien c'est avant tout cette indexation sur le coût de l'énergie entre public et privé. Alors, pas seulement privé, ce qui aurait pu correspondre à un certain alignement aux autres tarifs de l'OCDE, mais également public, ce qui devrait limiter la baisse des tarifs. Mais bon, voilà, c'est l'alignement de cet index public-privé qui devrait permettre une baisse progressive des tarifs d'électricité et de gaz. Autre point qu'il faut également souligner pour éviter justement ce problème de monopole qu'on reproche tant à Benjamin Netanyahou de favoriser aujourd'hui, eh bien, c'est Delek et Nobel qui devront, dans un court terme, sous 5 à 10 ans, vendre une large part de leurs actions. Delek qui devra notamment vendre plus de 31% de ses parts dans Tamar et Nobel la réduire de 36% à 25% pour éviter de créer justement ce monopole dans le secteur du gaz et laisser entrer de nouveaux acteurs. Alors une dernière question sur la portée diplomatique de cet accord qui pourrait accorder à Israël une certaine indépendance énergétique. Alors l'indépendance énergétique, il est évident que c'est une grande ambition pour Israël et que oui, c'est un intérêt stratégique. On sait qu'aujourd'hui, Israël achète notamment du gaz de l'Égypte et que justement grâce à ces gisements, eh bien la courbe pourrait s'inverser. Des gisements qui, on le rappelle, sont les premiers gisements de gaz naturel dans toute la Méditerranée. Et des accords sont en vue tant avec l'Égypte qu'avec la Turquie. Et donc un nouvel argument de poids éventuel pour le gouvernement de Benjamin Netanyahou pour restaurer ces relations. Merci beaucoup Myriam Danan. C'était il y a 10 ans, jour pour jour, le 17 août 2005, les habitants juifs de la bande de Gaza et du nord de la Cisjordanie commençaient à être expulsés par la force et par 42 000 soldats et policiers israéliens. Le 23 août, le démantèlement des implantations est officiellement terminé. Ce sont près de 9 000 personnes qui ont dû abandonner leur foyer. Un reportage de Yoraï Lieberman. Jérusalem, sur le mont des Oliviers. Dans l'immense cimetière juif, la famille Sharabi s'est réunie autour de la tombe du père. Il y a 13 ans, Hanoch Sharabi a été enterré au Gush Katif, en plein centre de la bande de Gaza. Mais 3 ans après, les résidents des implantations juives ont été sommés d'évacuer leur maison jusqu'à devoir emporter les dépouilles de leurs défunts. Le corps de Hanoch Sharabi a donc dû être exhumé, puis enterré une seconde fois ici.
Un véritable déchirement pour cette famille. Pendant sa campagne électorale de 2003, Ariel Sharon, alors leader du Likoud, promet qu'il ne négociera pas avec les Palestiniens et soutient très ouvertement la poursuite des implantations israéliennes à Gaza, comme en Cisjordanie. Mais une fois élu Premier ministre, Ariel Sharon crée la surprise générale. Le 18 décembre 2003, il dévoile son plan unilatéral pour évacuer de Gaza le moindre habitant et soldat israélien. Le plan de désengagement réduira les frictions qui existent entre nous et eux. Il exigera une initiative extrêmement difficile. Les habitants des implantations restent dans le déni. Ils ne veulent pas croire que les soldats de Tsahal puissent les expulser de leurs maisons et des terres qu'ils considèrent comme les leurs. Israël est alors inondé de manifestations parmi les plus grandes que le pays ait jamais connues. Plus de 100 000 opposants au désengagement vont même jusqu'à créer une chaîne humaine de 90 km depuis le Gush Katif jusqu'à Jérusalem. Mais en août 2015, 42 000 soldats ont l'ordre d'évacuer la bande de Gaza de ses habitants juifs. Quelques affrontements éclatent, mais la majorité de ceux qu'on vient déloger préfèrent résister passivement. L'obligation d'arracher les gens à leur foyer provoque aussi une vive émotion chez les soldats. Israël vit alors un moment historique. 8 000 Israéliens vont donc être relogés temporairement dans des maisons préfabriquées en attendant qu'ils puissent s'en construire de nouvelles. Et 10 ans après, alors que le Hamas et les Israéliens ont repris les discussions au Caire, on apprend qu'un accord serait peut-être possible. On va tout de suite en parler par téléphone avec Ali Waked, spécialiste du monde arabe. Ali, bonjour. Bonjour. Quelle crédibilité apporter à ces déclarations ? Bon, je ne sais pas de quelle crédibilité il s'agit, mais je sais qu'il y a eu des progrès très importants dans les négociations indirectes entre Israël et la direction du Hamas via Tony Blair cette fois-ci. On sait que suite à une rencontre menée la semaine dernière entre Tony Blair et Khaled Mashal, le dirigeant du Hamas, à Doha au Qatar, le conseil consultatif, le conseil du Shura du Hamas s'est réuni vendredi à Gaza pour discuter les propositions israéliennes transmises au Hamas par Tony Blair. Et au bout de 3 heures, le conseil consultatif a donné feu vert à la direction politique de l'organisation de poursuivre ces négociations. On sait que les points les plus importants dans le deal qui est en train de se préparer et que la direction du Hamas va présenter aujourd'hui à quelques gouvernements arabes, notamment dans le Golfe Persique, c'est qu'il s'agit d'un cessez-le-feu qui va durer 8 ans et un accord israélien à ce que la bande de Gaza sera reconstruite et bien sûr la levée absolue du blocus. En contrepartie, le Hamas va s'engager à arrêter tout travail, tous les creux des tunnels dans la région de la frontière avec Israël et va imposer un cessez-le-feu sur toutes les organisations palestiniennes pour qu'ils cessent de tirer de roquettes vers le territoire israélien. On sait aussi que hier soir, le Hamas a rencontré les organisations palestiniennes à la bande de Gaza, dont à la tête le djihad islamique, pour leur mettre à jour dans ces progrès entre l'organisation et Israël pour un cessez-le-feu de longue durée. Et de longue durée, il s'agit cette fois-ci de 8 ans de cessez-le-feu. Merci beaucoup, Ali Waked. Les vélos électriques se multiplient sur les routes et les trottoirs de Tel Aviv, un moyen de transport efficace et pratique, mais qui n'est pas sans danger. Les accidents sont courants et la mairie de Tel Aviv a adopté des mesures restrictives. Un code de la route pour ces vélos pourrait bien voir le jour. Un reportage signé Benjamin Le Souef. Aujourd'hui, ils sont partout. On recense plus de 200 000 vélos et trottinettes électriques dans tout le pays, importés depuis 2010. Une croissance exponentielle qui a développé une circulation anarchique. Conduite sur les trottoirs, utilisation du téléphone, vitesse débridée au-delà de la limite à 25 km/h en vigueur, les accidents ont augmenté de façon dramatique. Depuis 2008, on voit une croissance énorme du nombre de patients hospitalisés à cause des vélos électriques sur la route. Seulement 6 patients en 2008 et une augmentation jusqu'à 250 patients en 2014.
S'il n'y a pas de changement à cette tendance, on prévoit d'aller jusqu'à 800 patients en 2015. On compte même plusieurs décès. Les usagers eux-mêmes sont les premiers à ressentir la nécessité du renforcement de la régulation. Les vélos ? Ils ne regardent pas. Vous voyez ? Bon exemple. Ils ne regardent pas à droite, ils ne regardent pas à gauche, ils avancent à l'israélienne. Je pense qu'on a besoin de plus de pistes cyclables, sans piétons ni voitures. On n'a pas besoin de permis pour ça, donc les gens font ce qu'ils veulent. Je pense qu'il devrait avoir des meilleures pistes cyclables. Genre, c'est là où se trouve le problème en fait. Pas sur le trottoir, mais sur le côté de la route. Entre le vélo et le deux roues, ces véhicules légers bénéficient d'un flou juridique. Un manque de régulation a amené les pouvoirs publics à se saisir de la question. La législation aujourd'hui n'est pas suffisante. Les seules punitions que les policiers puissent appliquer, c'est de dégonfler les pneus. Ils ne peuvent pas donner de contravention. Je suis en faveur des vélos électriques, je suis en faveur des vélos en général. Mais vous devez suivre les règles. Vous devez comprendre que vous pouvez blesser des gens. Une loi a été votée à son initiative. Elle rentrera en vigueur dans les mois à venir. Arrivés en 2008 pour répondre à la faiblesse des transports en commun, ces engins à batterie ont trouvé leur terre providentielle. La taille des villes, associée au climat relativement clément du pays, ont fait de ce moyen de transport un outil idéal pour se déplacer rapidement, tout en évitant les bouchons et la pollution. Maurice, alors quels sont les principaux problèmes que peuvent causer ces vélos électriques? Écoutez, d'abord le problème des infrastructures sur les routes du pays. 450 km de pistes cyclables ont été prévues. À ce jour, seuls 30 km ont déjà été construits. Alors en milieu urbain, l'effort est un peu plus sensible. À Tel Aviv, par exemple, il y a 120 km de pistes cyclables, mais la plupart ne sont pas vraiment des pistes cyclables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation physique entre la rue et la piste cyclable. Deuxième gros problème, vous l'avez entendu dans le reportage, c'est celui de la réglementation. Parce qu'en Israël, on ne fait pas de différence entre ce qu'on nomme le vélo à assistance électrique et le vélo électrique. Le premier est doté d'un moteur d'appoint qui se met en marche en pédalant pour aider le cycliste. En Europe, ces VAE, comme on les appelle, sont considérés comme des vélos normaux et ne sont pas l'objet d'une réglementation spéciale. Le second est un véritable vélo à moteur qui ne nécessite pas l'utilisation des pédales. En théorie, la vitesse est limitée à 25 km/h, mais de facto, ces engins peuvent arriver jusqu'à 45 km/h. Alors, en Europe, ce type de vélo, le vélo électrique, est soumis à une véritable réglementation. Pas d'utilisation en dessous de 16 ans, un permis, un casque et des règles de circulation, c'est-à-dire l'interdiction de circuler sur les trottoirs, sans parler de l'assurance et de l'immatriculation. Alors, il faut le répéter, en Israël, la distinction n'est pas faite, d'où les problèmes. La police est totalement démunie face au phénomène. Regardez par exemple à Kfar Saba, la police tente sans succès de mettre de l'ordre dans les choses. L'opération menée devant les établissements scolaires est nommée « On téléphone à maman ». Regardez ce que cela donne. שלום, מדבר יניב ממשטרת כפר סבא, מה שלומך? פגשנו פה את הבן שלך. את יודעת שהוא רוכב בלי קסדה? אין לו מעצור קדמי, אין לו תאורה. לא כל כך מבינה באופניים האלו, אבל קסדה אני יודעת שזה טעות. כל יום שאני נותנת לו לעלות על האופניים האלה, מבחינתי זה אסון. Vous voyez, rappelons qu'aucune contravention n'a été infligée à ces mineurs. La police et les mamans sont donc totalement démunis. Merci beaucoup Maurice Fergan. Allez, à suivre, on connaît tous une recette de grand-mère censée régler tous nos problèmes et remplacer les solutions médicales traditionnelles. Alors marche-t-elle vraiment? Focus sur ces formules qui se veulent magiques dans un instant. Merci d'être toujours avec nous. Nous sommes toujours sur i24 News en compagnie extrêmement féminine ce matin avec Betsabe et Laetitia. C'est le moment cinéma. Avec vous Laetitia, on va parler de la nouvelle invention, la dernière invention de Disney qui fait beaucoup de bruit. Tout à fait. Fais gaffe Mickey, les sabres laser vont débarquer dans tes parcs. Et oui, le groupe Disney a annoncé la construction de 2 parcs à thème consacrés à l'univers de Star Wars qui seront en fait des extensions de
parcs existants en Floride, à Orlando, et près de Los Angeles. Alors cette annonce a été faite lors du second jour du salon D23, qui est organisé par le groupe pour ses fans endurcis et pour la presse. Et ils nous ont bien montré leur détermination à profiter au maximum de l'engouement suscité par l'arrivée en salle d'une nouvelle trilogie, puisque une nouvelle trilogie arrivera dans les salles en décembre, comme on peut le rappeler. Alors, qu'est-ce qu'on va y faire dans ces attractions? C'est pas Alors, on a quelques exemples de ce qui pourra être disponible pour le public. Par exemple, conduire un Falcon Millennium, ou alors on pourra aller manger au restaurant avec des employés qui seront en costume aux couleurs des personnages, c'est-à-dire qu'on pourra se faire livrer sa pizza par Princesse Leia ou encore Chewbacca qui nous fera des milkshakes. Voilà, c'est pas la seule nouvelle concernant Star Wars de ce week-end, puisqu'on a eu pas mal de nouvelles, on a appris pas mal de nouvelles choses, notamment on a vu ce tout nouveau poster, le poster officiel. Ça va vous rendre nostalgique d'une époque révolue. C'est une œuvre de Drew Struzan, qui n'est autre que l'artiste qui a déjà réalisé les affiches d'Indiana Jones, Alien ou encore les 6 premiers artworks de la saga Star Wars. Alors sur cette affiche, on y voit John Boyega avec un sabre laser bleu, ce qui en dit un peu plus sur son personnage. Il va certainement être un Jedi. On aperçoit également Daisy Ridley qui interprète le rôle de Rey, et puis regardez en bas à gauche, on aperçoit notre Harrison Ford blanchissant, lui aussi, plus aussi jeune et beau que dans le premier épisode de Star Wars, mais toujours dans son rôle d'Han Solo. On attend avec impatience de voir ça. Dernière nouvelle qui a été annoncée, c'est que le dernier épisode de la trilogie Star Wars qui sortira en 2019 sera réalisé par Colin Trevorrow, qui n'est autre que le réalisateur de Jurassic World, le carton du box-office américain qui a battu tous les records cet été. Donc voilà pour un week-end tout en Star Wars. Bien évidemment, encore 6 mois avant que le film sorte. On va passer quelques images dans une seconde. Avant ça, voilà, on va en avoir chaque mois comme ça des nouvelles, et je reviendrai bien évidemment vous en parler. Bien sûr. On regarde. La force est puissante dans ma famille. Mon père a ce don. J'ai ce don. Ma sœur l'a aussi. Et vous avez ce pouvoir, vous aussi. Chewie, on est à la maison. Voilà, on l'a vu quand même, on l'a vu Han Solo, Harrison Ford, quelques phrases avec Chewbacca. Ils sont de retour en décembre. Merci beaucoup Laetitia Loreni. Allez, des femmes d'âge mûr en couverture des magazines. Une quadragénaire à l'affiche du dernier Mission Impossible. Les moins jeunes sont de plus en plus à la mode. Une révolution ou seulement une énième astuce marketing? Élément de réponse dans ce reportage. Réussir à Hollywood une fois la quarantaine passée, une mission impossible pour de nombreuses actrices. Mais pas pour Judith Bogner. À 47 ans, cette comédienne britannique vient de décrocher son premier grand rôle au cinéma, dans le dernier Mission Impossible, aux côtés de Tom Cruise. Après une carrière à la télévision en tant que présentatrice sur la chaîne d'information économique Bloomberg, elle a décidé de changer de métier, à un âge où certains sont déjà à la retraite.
J'ai ressenti le besoin de me lancer dans une aventure, alors je suis allée frapper à la porte d'une agence de mannequins. Ils m'ont tout de suite fait faire une séance photo-test et ils m'ont ajouté dans leur book. Ma mère n'aurait pas pu faire ce que je fais aujourd'hui, ma grand-mère non plus. Auparavant, il n'y avait pas cette reconnaissance, cette prise de conscience du fait qu'être une femme, ce n'est pas seulement avoir 20 ans, être jolie et ne pas avoir de rides. Les femmes ont plusieurs dimensions. Cette évolution, Emma Hart la ressent aussi à la tête de son agence de relations publiques dans le milieu de la mode. Elle se félicite de voir les femmes d'un certain âge prendre de plus en plus de place dans le paysage culturel. Je pense que c'est en train de devenir une façon de vivre. Lorsque vous voyez certaines actrices très populaires comme Helen Mirren ou Judi Dench, plus elles prennent de l'âge et plus elles deviennent puissantes. C'est quelque chose qui se développe et qui ne va pas s'arrêter. Et c'est pour cela que les médias se sont empressés de suivre le mouvement. Mais pour Sandra Howard, star des podiums dans les années 60, tout n'est pas rose dans le monde des femmes âgées. Elle craint que des campagnes axées uniquement sur l'âge des mannequins aient un impact négatif sur les seniors. Mettre une énorme paire de lunettes de soleil sur une femme aux cheveux gris et avec des rides pour faire de la publicité, ça ne marche pas vraiment. On dirait plutôt qu'on essaye de faire quelque chose de décalé. D'une certaine façon, c'est un peu se moquer des femmes âgées. Alors, simple coup marketing de la part de certaines marques ou véritable mouvement de fond vers une acceptation de l'âge? Ce qui est certain, c'est que la population occidentale vieillit et que le marché des seniors pèse de plus en plus lourd. Allez Rudy, on parle avec vous ce matin d'un objet qui a été inventé il y a 30 ans dans l'indifférence générale, on peut le dire. Non, ça j'ai déjà fait une chronique là-dessus sur les réveils matin. Non, ce matin je vais vous parler d'un homme qui avait raison trop tôt, tout simplement. Il s'appelle Steven Sassoon, c'est un ingénieur dont Slate nous a raconté l'histoire. Son histoire, elle commence en 1973. Cette année-là, il est embauché dans la firme Kodak. Kodak, à cette époque-là, c'est un géant mondial de la pellicule photo dite argentique, les fameux voleurs de couleurs. Vous vous souvenez de cette pub? Alors on a connu ces pellicules photo dites argentiques dans notre prime enfance. Alors on lui donne une mission en arrivant, il est ingénieur. À la base, c'est une mission assez anodine. En fait, ils viennent d'inventer en 1969 un capteur qui s'appelle CCD. C'est un capteur qui convertit la lumière en signaux électriques. Et donc voilà, et ils ne savent pas trop quoi en faire. Alors ils mettent le jeune Steven au travail. Et 2 ans plus tard, voici ce qu'il va présenter. On va le voir lors d'une réunion de travail avec les plus grands noms de la marque. On va le voir dans un instant. C'est le premier appareil photo numérique, l'ancêtre de ce que nous utilisons tous les jours actuellement. C'est-à-dire nos téléphones. Nos téléphones ou même l'appareil photo numérique tel que nous le connaissons. Alors pour les plus bricoleurs d'entre nous et pour les plus geeks, sachez qu'en fait l'appareil est composé d'une caméra Super 8 que vous voyez et d'un enregistreur cassette audio pour pouvoir numériser. Alors Steven Sassoon en 1975 avait donc inventé ce premier appareil photo. Alors il le présente lors d'une réunion avec tout son état-major. Il prend une photo de la salle de réunion et là, miracle, la photo apparaît sur... C'était un selfie. C'était pas, parce qu'un selfie avec ça c'est quand même un peu compliqué. Alors la définition est assez catastrophique, 100 pixels sur 100, c'est une toute petite image, mais elle apparaît quand même sur un écran de télé. Alors pourquoi on a attendu 20 ans Pourquoi je vous le demande? Pourquoi on a attendu... C'était Marlance, mais oui, absolument. Alors pour 2 raisons. Alors la première, c'est le fameux... Ça ne marchera jamais. Et oui, le fameux ça ne marchera jamais parce que les ingénieurs, les cadres de Kodak sont persuadés que personne, aucun être humain ne voudra regarder des photos sur un écran. Pour eux, une photo c'est un objet papier, parce que c'était le cas depuis une centaine d'années. Donc pour eux, aucune raison de changer les habitudes. Et puis il y a une deuxième raison qui est beaucoup moins avouable, c'est qu'à l'époque, Kodak était donc le leader mondial de la pellicule photo, du développement photo et même des appareils photo. Et donc en inventant cet appareil numérique qui terminerait donc sur une télé, non pas sur du papier, eh bien il perdrait énormément de parts de marché et d'argent sur les ventes. Mais c'est ce qui va se passer 30 ans plus tard, on en parle ensuite. Non, là, alors, ils sont extrêmement concentrés tous les deux. J'attendais une conclusion très bien. Je vais quand même vous expliquer. C'est fou quand même comme la technologie s'adapte à l'évolution des mentalités et pas le contraire. Absolument, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ils ont quand même
déposer ce fameux brevet. Ils l'ont déposé en 78, mais ils l'ont gardé dans un coin au chaud, aux oubliettes, sauf que pendant ce temps-là, Sony et Canon ont travaillé sur la même idée et ils l'ont développé. Kodak se lance finalement dans l'appareil photo numérique en 94, soit 20 ans après sa véritable invention. Et ce qui devait arriver arriva. Dans les années 2000, c'est la photo numérique qui s'impose et on imprime de moins en moins et donc il n'y a plus de pellicule argentique. Et c'est là que en 2012, Kodak se déclare en faillite et fait 1 an et demi de restructuration. Résultat, aujourd'hui, Kodak ne fait plus du tout de photos. Il fait du service aux entreprises sur des impressions. Et quant à Steven, eh bien lui, c'est ce qu'on appelle un inventeur de 3 heures du matin, c'est-à-dire un homme qui a eu une idée trop tôt, mais ce n'est pas le seul dans l'histoire de l'humanité. Par exemple, Alfred Werner, qui a inventé la théorie de la dérive des continents, n'a pas été reconnu de son vivant. Idem pour Léonard de Vinci. Bref, la liste des génies qui n'ont pas été reconnus à leur époque est très longue. Et voilà, la justice, c'est que finalement, Steven Sassoon a été reconnu pour son génie et décoré par Barack Obama. Merci beaucoup, Rudy Saada. On va passer de la technologie aux recettes de grand-mère avec vous, Betsabé, des rondelles de concombre qui ne sont pas sur les miennes, les recettes, qui ne sont pas les vôtres, ou de l'œuf en guise de shampoing. Bref, ces recettes de grand-mère qui ont guidé notre enfance et notre et pas forcément, vie c'est dans la plupart des magazines féminins. Voilà. Alors elles grouillent encore sur Internet, sur les magazines féminins. Je suis sûre dans les magazines masculins aussi, Rudy. Alors vous avez par exemple le concombre sur les paupières pour ceux qui n'ont pas assez dormi. Alors si vous adorez, mesdames et messieurs, le concombre, franchement, coupez-le en rondelles et bien croquez-le, parce que les effets décongestionnants, soi-disant des rondelles déposées sur les yeux, ne sont dus en fait qu'à la température du concombre qui vient de votre frigo. C'est quand même un kiwi, hein. C'était pas un concombre. C'est vert. Un concombre sucré. C'est le kiwi, mais c'est vrai. Alors le kiwi ne marche pas non plus. Alors s'il hydrate le concombre un petit peu sur les yeux, c'est juste parce qu'il est plein d'eau, mais humidifiez 2 compresses d'eau froide, disposez-les sur les yeux et ce sera le même effet. Au moins vous ne sentirez pas la salade en arrivant au bureau. La cuillère froide aussi pour éviter les cernes. Voilà, alors Rudy avec la cuillère froide, moi j'attends la photo. Alors pour les cheveux, on évoque souvent des œufs crus. Les œufs, alors le jaune d'œuf, effectivement, en guise de shampoing, autre recette. Alors leur graisse va en effet rendre vos cheveux plus résistants et brillants. Et pas que le jaune, en fait le jaune, qui est particulièrement gras, c'est pour les cheveux secs. Mais si vous avez les cheveux normaux, vous gardez l'œuf entier, Léonore. Et puis si vous avez les cheveux gras, je ne sais pas si c'est votre cas, Rudy, vous limitez au blanc des œufs. Alors comment faire? C'est un peu comme l'omelette, hein. Vous battez un petit peu, vous disposez sur les cheveux, vous attendez 10 minutes, un quart d'heure, vous vérifiez que les portes et les fenêtres sont fermées et puis vous attendez que ça passe. Alors en plein mois d'août, bien sûr, le grand risque, c'est la plage, les coups de soleil. Est-ce que vous avez le remède miracle de grand-mère? Alors la grand-mère vous dira que contre les coups de soleil, ce sera le miel. Une fois euphisé, sorti de chez vous et peut-être brûlé par le soleil, le miel à son tour sera un allié de choix. Ses sucres, ses enzymes, ses vitamines permettent en effet à la peau de se régénérer, de stimuler la cicatrisation. Alors conseil, on utilise du miel bio, accessoirement liquide, et puis on étale délicatement le miel sur la zone touchée, on l'aura compris. On nettoie à l'eau froide après un bon quart d'heure, puis on répète l'opération 2-3 fois par jour. Voilà. Alors le citron pour blanchir les dents, info ou intox? Alors le citron blanchit-il les dents, Rudy? Pas forcément, je pense pas. Non, alors en fait, il les agresse même. Le citron, attention, c'est un acide. Au lieu de blanchir, soi-disant, l'émail, il le traumatise, il l'endommage. Et qu'est-ce que ça fait? En fait, c'est la meilleure façon d'endommager l'émail et de laisser la coloration s'installer sur la dent. Si vous voulez blanchir vos dents, le mieux, c'est encore l'eau oxygénée. Bien sûr, c'est moins écolo. Alors, plus écolo, justement, c'est le porridge, le son d'avoine sur la figure que vous avez. Les flocons d'avoine, exactement. On a déjà eu cette discussion sur le son d'avoine. C'est un argument entre Éléonore et moi. Alors, si vous ne savez pas quoi faire du reste de porridge de votre compagnon le matin, oui, les flocons d'avoine, ça nettoie le visage. Le gruau, en fait, va absorber les impuretés et puis resserrer les pores. Alors, des flocons d'avoine à l'eau ou au lait en fonction de la nature de votre peau. Le lait est plus gras. Alors, vous allez préparer une pâte semi-liquide, vous l'appliquez, vous attendez qu'elle sèche sur le visage, 10 à 15 minutes. Éléonore, arrêtez les grimaces, c'est mauvais pour les rides. Résultat, éclat et uniformité du teint. Cela dit, c'est
pas forcément moins dangereux que l'acidité du citron. Moi, j'ai essayé le masque Quaker hier. Alors, j'ai fait une pâte un petit peu trop liquide. Résultat, ça coule dans les yeux, dans les oreilles. Ouais, et la photo? Dans les cheveux, elle n'était pas d'assez bonne qualité pour notre grand écran. Nous a dit donc ça ne marche pas forcément le porridge. Alors, non, j'ai une peau magnifique aujourd'hui. Mais par contre, vous en avez plein les yeux, les oreilles, effectivement. Et il faut tout nettoyer après. Donc, les remèdes de grand-mère, ça marche, mais ça reste très artisanal. Et surtout, prenez une douche après. Parce que la douche, merci beaucoup. Merci Rudy Sada et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous dès demain, même heure, même endroit, pour un tout nouveau morning estival. Restez avec nous, la suite de vos programmes dans un instant sur i24 News.